L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors bonjour et bienvenue à notre émission de ce vendredi 31 juillet, alors que c'est Bonjour Côte-du-Sud en vacances, les meilleurs moments de Bonjour Côte-du-Sud de la dernière année. Aujourd'hui, on reçoit Nicolas Paquin, auteur. On vous racontera encore de belles histoires sur Amisco, cette belle entreprise de Lillet. Et il y aura notre chronique santé avec le pharmacien Daniel Lachance. On sera là lundi, le 3 août, pour reprendre le collier de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Je vous souhaite une bonne émission, une belle fin de semaine et à lundi. Notre prochain invité, c'est Nicolas Paquin, membre de l'Union des écrivaines et écrivains du Québec, du Réseau du conte au Québec. Il fait partie du répertoire des ressources culture et éducation du ministère de la Culture du Québec. Ça, c'est le titre. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Ça va bien? Ça va pareillement. Oui. Il est également, et je veux le mentionner, il a reçu la médaille de la commune de Berneval-le-Grand, Haute-Normandie, prix littéraire Philippe Aubert de Gaspé. Ça, c'est plus près de nous. C'est prix œuvre de l'année en Chaudière-Appalaches du Conseil des arts et des lettres du Québec. Bourse de déplacement, bourse de création. Ça va bien, tes affaires, Nicolas? Ça a l'air que quand on est créatif, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait des reconnaissances. Ça a été les pairs, le public jusqu'à maintenant. Ça fait, je pense que ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien dans ce temps-là. On accomplit quelque chose de beau quand on a de la reconnaissance. Oui, puis c'est motivant aussi. C'est ultra stimulant. Ça encourage à la continuité. Exact. Nicolas, tu es venu aujourd'hui pour nous parler parce que tu as écrit un texte sur l'obéissance et la dissidence. Oui. Donc, par rapport à ce qui se passe actuellement, la pandémie. Et là, moi, je vois théâtre de guerre n'est pas là. C'est quoi exactement? Explique-nous. Oui, théâtre de guerre, en fait, c'est une partie de la couverture du tome 3 de ma trilogie, Les Volontaires, que j'ai écrite, qui raconte l'histoire des jeunes Québécois qui s'enrôlaient durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des gens qui ont déjà vu, entre autres, Sous le feu de l'ennemi, qui était dédié à Gilbert Boulanger, entre autres, qui est un gars de Montmagny qui a fait la Deuxième Guerre mondiale. Le tome 2, Combattre dans l'ombre, a reçu un prix œuvre de l'année. Théâtre de guerre, c'est le tome 3 qui finissait la trilogie. Et tout ça est inspiré de vécus de gens qui étaient là durant la Deuxième Guerre mondiale. Des soldats ou des civils qui m'ont raconté leurs histoires. Et moi, j'avais fait une trilogie de romans avec ça. Il y a un 4e livre qui est sorti l'an dernier. C'est pas un tome de la trilogie, mais c'est un livre dans le même esprit, L'espion de Tourville, qui se passe durant la guerre, mais à Tourville, dans Lillet. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec les témoignages des gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis intéressé beaucoup à la façon avec laquelle cette guerre-là a été vécue. C'est quoi les causes de la guerre? Et je me suis aperçu que finalement, n'importe quelle guerre ou n'importe quel événement grave de façon mondiale, ça devient une crise. Et les crises ont à peu près toutes les mêmes réflexes de la part de la population, les mêmes agissements de la part des élus. Alors, sans même faire aucun lien avec la crise, j'ai fait le texte Obéissance et dissidence, qui parle uniquement de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre, on se rappelle, c'est 39-45. Exact.
Mais c'est quoi le parallèle que tu veux faire avec la crise qu'on vit actuellement? Ce qui est vraiment rigolo, c'est que dans mon texte, je n'ai fait aucun parallèle. Je n'ai qu'expliqué des choses qui se sont passées durant la guerre. Et il y a des lecteurs qui ont commencé à faire des parallèles dans leur tête. Et là, je leur ai dit, oui, mais les parallèles que vous les faites avec le Québec, mais qu'est-ce que vous faites dire que je ne pensais pas aux États-Unis? Et là, les gens se mettent à réfléchir, puis s'aperçoivent que, hop là, il y a des choses qui se sont passées à l'époque, qui reviennent sous une autre forme aujourd'hui, qui n'auront peut-être pas les mêmes conséquences, mais qui apportent le même comportement de la part de la population. Par exemple, ce qu'on disait avant le début de l'enregistrement, la délation. Durant la guerre, à un moment donné, oups, quelqu'un faisait du marché noir en avant, oups, il y avait une famille de Juifs ou quelqu'un qui cachait des Juifs dans sa maison. À un moment donné, le lendemain matin, la police était passée, les avait raflés. Il y avait un voisin qui avait lâché un coup de fil, envoyé une petite lettre anonyme, puis il s'était passé de quoi. On commence à avoir de la délation présentement. OK, je ne dis pas qu'il y a des gens qui s'en vont en camp de concentration qui vont être exterminés, mais le comportement de la personne qui est chez elle, puis qui, à un moment donné, a envoyé une petite lettre anonyme, planter mon voisin. Fait qu'à un moment donné, tout le monde a peur. Là, on se promène dans la rue, on marche. On voit notre voisin, ou une connaissance dans le village, on s'écarte, on prend une distance. Et ça devient pratiquement naturel. C'est vexant, c'est frustrant, mais il y en a qui ont peur de s'approcher du voisin. Tout d'un coup, quelqu'un nous voit, nous appelle, nous accuse d'un rassemblement illégal, puis on se ramasse avec chacun 1500 pièces d'amende. Et là, on nous dit, rien ne sera plus jamais comme avant. Habituez-vous, ça va peut-être être de même encore longtemps. Pas envie de vivre dans un monde de même, moi. Alors, les gens, même sans s'en apercevoir, parce que mon texte que j'ai mis sur mon Facebook ne parle pas directement de la crise d'aujourd'hui, je ne fais aucun parallèle, je ne mentionne rien, les gens s'aperçoivent d'un coup, oups, il y a peut-être des problèmes qui sont en train d'arriver, et il va falloir qu'on y pense deux fois avant d'accepter ça comme ça, puis qu'on se mette en mode solution. OK. Et la bonne solution, c'est? Bien, la bonne solution est un peu dure à dire parce que, d'une part, dès que quelqu'un apporte une solution, l'autorité suprême nous a dit « n'en parle pas ». Les gérants de stade n'avaient pas à parler. Ça fait que les gens n'osent plus. Les gens n'osent plus parler parce qu'on se fait chicaner après. Mais je sais pas pour le reste du monde, je ne sais pas ce que les gens font, mais moi, je suis en train de refaire mon jardin. Je suis en train de replanter des fleurs, puis C'est le beau temps pour ça. Hein? D'abord, il fait beau, puis aussi, bien... Puis là, j'ai des pissenlits. J'ai le choix, le pissenlit, soit que j'enlève les feuilles puis je laisse la racine dans le sol, ou soit que je me scelle les mains puis je vais chercher la racine. Donc, la solution, c'est d'enlever la racine. C'est pas de dire, bien finalement, à un moment donné, il va y avoir des pissenlits partout, puis il va falloir... C'est beau, des pissenlits, là. Mais je prends l'allégorie du pissenlit, ça pourrait être l'herbe à poux, là. Mais il va falloir vivre avec, puis il va y avoir des conséquences. Puis de l'herbe à poux, bien, le monde toussera, crachera, mordra, puis c'est pas grave. Il va falloir vivre avec, plutôt que de dire on va arracher la plante à racine, puis battre le fer pendant qu'il est chaud. À mon avis, c'est la solution. Mais on est si tu ramènes ça à la pandémie? C'est exactement la même chose. Moi, je me suis commis un peu en début de pandémie quand ils ont commencé à mettre des barrages routiers dans la région. On disait, moi, je suis à Saint-Roch-des-Aunais. C'est bien beau, là, Pierre Fitzgibbon, là, il nous dit, là, on va faire le panier bleu, vous allez pouvoir acheter localement. C'est le fun, je ne peux même plus aller à ma fromagerie dans la municipalité d'à côté. Vous avez mis un barrage entre les deux. Je ne peux plus y aller. Il va falloir que je me débrouille pour réussir à me faire venir du fromage. Tu sais, presque de façon détournée, là, c'est la contrebande de fromage. C'est un peu absurde, là. Nous, tu essaies de trouver une façon, alors que le commerce, il est juste dans le village d'à côté. Là, les gens me disent, oui, mais il faut qu'il y ait une frontière à quelque part. Alors, je me suis dit, OK, je vais faire du démarchage. Ce serait bon que la barrière soit installée pour que la côte du Sud au complet soit protégée. Puis qu'on puisse, nous autres, en tant que collectivité, continuer à exister et à évoluer de façon pas mal normale. Jamais entendu. Aucune réponse. Même le comté de la Côte-du-Sud a été séparé en 4 morceaux pendant la crise. Personne n'a... À un moment donné, même, il y a des gens qui finissaient par dire, bien, si c'est pas ça, on va tout tomber malade, ça fait qu'il faut l'accepter comme ça. On nous parle beaucoup d'une nouvelle économie, d'une nouvelle façon de développer nos régions. On s'aperçoit présentement à Montréal, là, il y a des articles qui sortent dans le journal, est-ce que les tours à bureaux vont encore être occupés comme avant? Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau réflexe qui va s'instaurer? Ça fait des années que je dis pourquoi est-ce que le gouvernement et les grandes entreprises concentrent toutes leurs ressources dans des pieds carrés qui valent une fortune à Montréal, alors qu'on a des locaux ici à Montmagny, à la Pocatière, à Bécomo, partout dans l'est du Québec, qui ne valent pas cher en termes de coûts et qui sont extraordinaires pour faire du développement. Et jamais, jamais les gouvernements ont développé les régions comme ça. Là, il y avait la possibilité de le faire. On dit, la racine du problème, on va la concentrer.
Et le reste de la société, on va en faire une espèce de laboratoire de développement d'économie régionale. Au lieu de faire du libre-échange avec la Chine, qui nous chipe de la cochonnerie en polyester puis du coronavirus, on va faire du libre-échange entre nos régions. On va le faire, on va le rendre beaucoup plus fluide. Ben non, à la place, ils ont fait le panier bleu. 125 000 donnés à Alexandre Taillefer. Pas à lui, là, mais c'est son idée avec sa gang. Là. Ils font pas d'argent, les autres, avec ça, ils sont bénévoles sur le CA, puis on leur donne tout le mérite. C'est un répertoire d'entreprise. C'est rien de plus que ça. J'écoutais Marie-Pierre Patoine, là, qui parlait de l'Aubergélie. L'initiative qu'elles ont prise, les sœurs entrepreneurs, pour pouvoir faire vivre un réseau d'entreprises dans la région ici, là, est beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus intelligent que le panier bleu. Est-ce que tu ne crois pas que ce genre, justement, si on parle de Marie-Pierre, que ce genre on n'aurait pas vu ça si on n'avait pas eu cette pandémie-là? Est-ce que tu penses que ça, Nicolas, ça peut amener les gens à penser autrement, les gens d'affaires à penser autrement? On parle d'achat local. On sait les Amazon, puis tous ces grands réseaux là, de distribution qui font des affaires d'or. Là, on parle de 15 000 $ à la seconde. Là. Est-ce que tu penses que ça, la pandémie ne peut pas ramener l'achat local, la fabrication du local? Moi, j'ai vécu... moi, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu pendant la crise du verglas en 1998. J'ai passé 3 semaines avec pas d'électricité, pas de chauffage, puis des poêles à bois, là, il fallait se débrouiller, là, puis c'était pas évident. Puis à ce moment-là, j'avais 20 ans, puis il y a une phrase qui m'est venue en tête, puis qui est restée tout le temps. C'est dans l'adversité qu'on voit la vraie nature des gens. Quand ça devient difficile, qu'on voit vraiment c'est quoi que les gens ont dans le corps, c'est quoi leur solidarité. Puis c'est qui est capable de prendre des positions puis de dire « moi, j'assume cette position-là ». Qu'est-ce qui prend des initiatives puis qui l'assume? Et il y a des choses qui sont en train de ressortir. Il y a des gens qui se revirent de bord. Moi, au niveau culturel, là, étant donné qu'il n'y a plus rien, bien, je suis en train de développer des projets numériques. Ça va prendre du temps parce que... On va en parler du côté culturel dans quelques instants. Oui, on va en parler, mais au niveau justement des initiatives en termes d'affaires, c'est la même chose. Il y a des gens qui se disent « OK, là, moi, je n'attendrai plus par le gouvernement. Je ne prendrai pas ces prêts parce qu'après ça, ils vont me dire « redonne-moi-le avec intérêt ». Puis même pas d'intérêt, il y en a qui vont devoir payer de l'intérêt à d'autres organisations, leur loyer, etc., puis ils vont être prêts à la gorge. Fait qu'ils se débrouillent. Et là, le grand défi, c'est de savoir est-ce que le public va suivre. Parce qu'on a toujours présenté, entre autres, l'achat local comme étant quelque chose de vertueux. C'est gentil. Votre boulanger, quand vous allez chercher un pain chez eux, bien, vous le faites vivre. C'est pas juste ça. Vous mangez mieux. Vous faites travailler des gens de la place qui vont habiter dans le village, qui vont faire rouler l'épicerie, qui vont acheter de la bière de microbrasserie, qui vont aller au restaurant de la place, plutôt que d'envoyer quelque chose à, je sais pas moi, à Weston, à Montréal, puis qui va servir aux actionnaires de Weston, qui sont des gens un peu partout dans le monde. Là. Alors, c'est beaucoup plus que juste vertueux. C'est le sentiment qu'on a une collectivité qui se tient et qui se respecte. Ça fait que si des initiatives de même finissent par permettre aux gens de se découvrir les uns les autres, il y aura eu du bon là-dedans. Au lieu d'acheter une clôture qui vient de Chine, on va la faire faire par le forgeron du village, puis notre forgeron, elle va peut-être nous coûter plus cher, mais elle va toffer plus longtemps, puis elle va être mauditement plus belle. Nicolas Paquin, on revient dans quelques instants, et là, on va parler de culture. Yes. Parce que le côté culturel est amoché aussi, là. Ah oui. On en parle dans quelques instants avec notre invité Nicolas Paquin, écrivain. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous rappelle que notre invité ce matin, c'est Nicolas Paquin, écrivain de notre région, Saint-Roch-des-Aunais plus précisément. Nicolas, le côté culturel, parce que tu écris des livres, là tu es dans ton jardin, mais est-ce que tu écris encore des livres? J'écris beaucoup, j'ai fait 2 manuscrits en l'espace de 2 mois. Okay. C'était comme un arriérage de je sais pas combien de temps où j'avais pas été capable d'écrire parce que j'étais dans le développement du spectacle Les Contes de guerre, j'étais en tournée en France, j'étais en tournée de Salon du livre, j'avais pas le temps d'écrire, puis je rénovais ma vieille maison, tu sais. Fait que okay. là... Mais là, avant l'entrevue, tu me parlais de Salon du livre, c'est vrai. J'ai réalisé, au moment où tu m'as mentionné ça, c'est vrai, pas de Salon du livre à nulle part. Alors les écrivains, les gens, parce qu'il y a tellement des belles œuvres qui se font, comment on fait pour... Les salons du livre, pour le commun des mortels, les gens qui vont dans un salon du livre, ils rencontrent des auteurs, puis tout ça, puis c'est friendly, puis ça va bien, ils s'achètent un livre ou 2 ou 10. Bon, c'est correct. Mais le salon du livre, là, c'est comme n'importe quelle place du marché pour un auteur, pour un éditeur, pour réseauter entre eux autres. Moi, quand je rencontre des profs qui sont dans des écoles, puis qui me rencontrent, puis qui voient quelle dynamique, là, ils disent « Hey, je veux que tu viennes dans mon école. » Après ça, moi, c'est des sous qui rentrent.
Et c'est un message que je livre aux jeunes. Même chose avec les bibliothèques, les salles de spectacle, etc. C'est un marché qui se développe, c'est un lieu de rencontre. Et là, les salons du livre sont tous annulés l'un après l'autre. On a vu Salon du livre de Trois-Rivières, Salon international de Québec, Salon du livre du Saguenay qui a été annulé, Salon du livre de l'Estrie aussi. Il y avait un nouvel événement qui devait avoir lieu en Estrie cet automne. Ça a été annulé. La Côte-du-Sud, je pense que ça va arriver aussi. Les salons tombent. Alors, les entreprises en édition vendent moins. Les artistes ne font pas leurs sous. Ça, c'est les imprimeurs qui n'auront plus de commandes non plus. C'est des travailleurs sur le plancher des vaches qui n'auront plus de job parce que la culture est paralysée. Parce qu'écrire un livre, c'est une chose, mais l'éditer, il y a beaucoup de monde derrière exact. l'édition d'un livre. Moi, je touche 10 de droits d'auteur. Puis je ne suis pas en train de me plaindre de dire que je voudrais en toucher plus. Je voudrais qu'on vende plus de livres, que mon 10 ait plus de retombées. Mais ça veut dire qu'à chaque fois que je vends un livre, admettons, on va faire un chiffron, là, 10 piastres, là, je fais une pièce, il y a 9 piastres qui rentrent dans l'économie du Québec. Il y a un imprimeur, il y a un éditeur avec ses employés, des correctrices, des illustratrices, etc. Les libraires. Là, c'est tous des gens qui sont coincés. Moi, mes livres ils ont été coincés dans un entrepôt à Montréal ou dans la région de Montréal. Mon éditeur fermé parce que le gouvernement a dit « vous fermez tout ». Les gens avaient juste ça à faire, lire chez eux. Même pas moyen de leur rendre des livres. Coincés dans un entrepôt, aucun plan de relance, aucune proposition, jamais entendu parler de la ministre, rien du tout. À un moment donné, on finit par se demander qu'est-ce qu'ils attendent de nous autres? Qu'on donne notre stock gratuitement puis qu'on vive au crochet de l'État avec la PCU, c'est pas ça qu'on veut. On est des gens d'affaires, on est des entrepreneurs, même si on a l'air toujours un peu funky parce que là les cheveux sont même plus coupés. L'idée, c'est de créer, d'amener du bonheur, d'amener les gens à réfléchir, etc. Et là, on peut même plus faire ça parce que si on donne notre stock, après ça, les gens ne voudront plus payer. Et si on veut le vendre, bien, on n'a plus de place de vente. Alors là, il faut se rembarquer dans le numérique. Mais le gouvernement ne suit pas. Les projets numériques, les soutiens automatiques ne sont pas là. Donc, juste moi, développer un projet numérique, je travaille sur un présentement, là, au moment où je vais déposer mon projet, au moment où il va être accepté, s'il est accepté, les retombées vont arriver juste en 2022. Il faut que tu vives d'ici là. Exactement. Et ça c'est moi. Je ne suis pas là pour me plaindre en disant « je me plains moi ». Dans le fond, sans avoir demandé la permission à personne, je suis un peu une parole, une réalité du monde de la culture présentement. Toi, comme écrivain, mais tous les artistes, les chanteurs, les arts de la scène, c'est arrêté depuis 2 mois. Donc, les diffuseurs, les salles de spectacle, là, on a l'impression, on dit « Ah, mais le chanteur, il fera son spectacle plus tard. » OK. Moi, je viens de monter un spectacle qui s'appelle « Les Contes de guerre ». J'ai fait une première au Centre Gérard Ouellette, rempli la salle, jam-pack. C'était génial. Le feedback est super bon. Moi, je suis primé là, pour faire du démarchage, pour trouver des diffuseurs. Les diffuseurs sont tout fermés. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent même pas réouvrir leur salle. Le gouvernement ne leur dit même pas ça va être à quelles conditions. Une salle de spectacle de 300 places, là, si le gouvernement dit ben là, vous ne pouvez pas rentrer plus que 100 personnes, une rangée sur 2 personnes de distance, les arts de la scène ne pourront pas rouvrir leur salle comme ça. Il va falloir qu'ils trouvent des façons, mais présentement, il y a des gouvernements à travers le monde, entre autres les États-Unis puis la France, qui sont en train d'allonger des milliards de dollars pour qu'on puisse faire rentrer des gens dans des avions, bien serrés. Mais les salles de spectacle, assis, pour voir un artiste, ça, il n'y a aucun plan qui est proposé. Et là, on s'aperçoit que finalement, le diffuseur, ses employés, le technicien, l'artiste qui est en avant, ceux qui impriment nos affiches puis nos programmes, des imprimeurs, tout ça, là, on attend. Mais on attend quoi? On ne le sait pas. On n'a aucune condition, on n'a aucun message qui est envoyé. Et pourtant, bon sang, mais c'est pas juste de l'économie, c'est aussi d'amener les gens à réfléchir, à voir le monde d'une certaine façon, s'émerveiller, pleurer, avoir des sentiments. C'est important, la culture, dans une société. Et c'est un moteur économique beaucoup plus qu'on le pense. Les gens qui vont voir un show, puis avant, bien, ils s'en vont souper au restaurant, bien, ils font rentrer des sous dans l'économie du restaurant, alors qu'ils auraient pu rester chez eux le soir puis regarder Netflix. Puis l'abonnement Netflix, il ne rapporte pas une maudite scène. Même en taxes, c'est compliqué. On l'a vu avec tout ce qui est arrivé, tout le drame, on ne rentrera pas là-dedans. Ça fait que, bref, de pouvoir faire de la culture localement, c'est nécessaire, et là, on ne sait pas ce qui arrive. Nicolas, le temps passe vite. Ouais, je parle. Comment tu vois... D'abord, est-ce que tu es d'accord avec la façon dont on a confiné, là, on déconfine,
C'est sûr que ça a été plus facile de confiner parce que c'est facile de fermer, mais là, on s'aperçoit que c'est plus difficile d'ouvrir. Il faut y aller graduellement, il ne faut pas aller trop vite. Je dis plus facile, là, je ne vais pas enlever la responsabilité que le premier ministre a sur les épaules. Là. Ça ne doit pas toujours être évident. Là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on annonce une fermeture, ça ferme. Mais là, de rouvrir, il faut y aller graduellement pour pas que ça reparte de l'autre côté. Comment tu vois tout ça, toi? Est-ce que de la façon que ça se fait, c'est de la façon que ça devrait se faire ou toi, est-ce que tu as une autre façon de voir les choses? On était rendu dans un mode, moi, ce que j'ai compris, là, du moins que l'information qu'on nous donne, c'est que ça a l'air que c'est correct au Nouveau-Brunswick, ça a l'air que c'est correct en Gaspésie, c'était correct au Bas-Saint-Laurent, c'est correct à la Côte-Nord, ça commence à être correct un petit peu partout dans toutes les régions. Pourquoi est-ce que on ne résorbe pas le problème là où il est plutôt que de prendre le risque que ça s'étende une deuxième fois? Ça, je ne le comprends pas, je ne le comprendrai jamais. Peut-être que mon raisonnement est tout à fait tard, puis comme disait Donald Trump il y a quelques mois, avec le beau temps, tout ça va partir par magie. J'y crois pas. Je veux dire, j'ai déjà vu neiger, puis je crois plus au Père Noël. Ça fait qu'à un moment donné, il y a des limites à ça. Les scientifiques le disent, c'est pas la chaleur qui va faire partir la COVID. C'est ça. Ça fait qu'à un moment donné, moi, j'ai une inquiétude. J'ai pas de phobie vis-à-vis les gens de la ville, là. Mais quand tu incubes un virus, qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, puis que, oups, tu pognes une poignée de porte dans un endroit où il y avait plus de problème, bien, il y a un message qui est envoyé, c'est que ça va durer dans le temps, puis que ça va probablement pousser à des endroits que ça ne devait pas aller. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement fait ce choix-là? C'est probablement parce que les intérêts des lobbies et des entrepreneurs qui sont en ville puis qui veulent faire rouler leur business est beaucoup plus fort que la parole des régions du Québec qui disent, bien, nous autres, on se tient depuis des années. Et ça met en lumière tout un problème. Ça fait des années. Moi, j'ai travaillé même au CLD de Lillet. On le disait déjà à l'époque. Bon sang, mais qu'est-ce qui se passe pour le développement des régions? Je le vois quand je fais des tournées scolaires un peu partout dans les villages où je vois qu'il y a des possibilités de développement extraordinaires mais qui ne sont pas prises en compte. On avait ce potentiel-là, cette possibilité-là, et ça ne se fait pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait bien peur en fin de semaine en m'envoyant le graphique de la grippe espagnole puis de la deuxième vague qui a été beaucoup plus forte que la première. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je suis bien content de pouvoir repartir vers l'est et aller voir mes ennemis dans le bas du fleuve. Puis à Saint-Roch, je n'ai pas rien attrapé. Ça fait depuis le 2 mars que je suis chez nous. Mais j'ai peur. J'ai peur, puis c'est pas le fun de vivre avec la peur. Nicolas, en quelques secondes, projet? Projet, énormément de projets. Projets de publication, projets en numérique, projets justement qui sont sur des plateformes alternatives. Donc, rien qui va sortir à court terme. Mais en attendant, même que la relance du spectacle Les Contes de guerre, bien, les gens peuvent avoir de l'information sur le Facebook Les Contes de guerre puis voir un peu mon univers qui continue à vivre. Tiens-nous au courant des développements et viens nous présenter ça quand tu auras d'autres projets. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup. Nicolas Paquin, écrivain de la région. Donc, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux que vous appreniez ce qu'est réellement une mauvaise journée. Et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je me retrouve au restaurant à la Rive avec les deux copropriétaires du restaurant à la Rive, Madame Nathalie Ménard et Michel Lechasseur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Oui, Ça me fait plaisir. Moi, ça fait plaisir. je suis tellement content de venir vous voir aujourd'hui parce qu'on avait hâte de savoir comment ça va. Je pense que c'est la question que je pose à tout le monde, mais après 3 mois ou presque de fermeture, comment ça va? Nous autres, ça va bien, ça va bien. Là, on va plus voir notre monde un petit peu en salle à manger, parce que là, on a réouvert cette semaine. Fait que là, on a un petit peu plus de contact avec nos clients. Fait qu'on va être content parce que là, dans les derniers mois, c'était par livraison
take-out, ben, tu viens chercher ta commande et tu repars tout de suite. On n'a pas vraiment de contact avec nos clients. Là, on commence à avoir du monde un petit peu en salle à manger. Fait que c'est le fun. On a des commentaires des gens, on a les appréciations sur les changements qu'on a fait aussi. Des commentaires. On prend toujours ça constructivement. Fait que nous, c'est ça. On est là pour s'améliorer, puis on est là pour notre client. Les gens étaient au rendez-vous aussi. Lundi matin. C'est le fun d'entendre. C'est comme plaisir d'arriver. Puis pas de colleux, mais on avait juste envie de dire wow, des belles retrouvailles. C'était des belles retrouvailles, les gens étaient là, étaient présents. Puis je pense que de jour en jour, c'est en augmentant aussi. Même si on a pris nos mesures sécuritaires, tout est correct, mais c'est bien fait, là. Puis on a beaucoup d'espace. Fait que l'espace fait que ça nous a donné une chance, là. Bon, Nathalie, parlons-en, parce que vous êtes plus dans la salle à manger. Oui. Il y a moins d'espace. Oui. Et on a perdu, parce qu'il y a toujours la distanciation qu'il faut respecter. Oui, notre 2 comment mètres. vous avez organisé ça? Notre 2 mètres, toujours, idéalement, il est fait partout. Sauf que ce qui nous a avantagé, c'est notre salle à manger, le salon privé qu'on a fait. Dans le fond, il rentre 60 à 65 personnes normalement. On a mis toute la disposition à 2 mètres. Okay. Donc, ce que j'ai perdu dans la salle à manger, je l'ai retrouvé dans notre salon privé. Donc, ça fait une section de plus pour les filles, pour les serveuses. Là. Bon, il a fallu installer des plexiglas. Tout est fait. Fait que j'ai pas perdu aucune banquette. Sinon, c'était une banquette. On a du monde, l'autre libre. Là, tout quand même, on a quand même un bon volume là, qu'on peut... Okay. Et les employés doivent travailler avec des visières, avec des masques. Oui. Parlons d'abord de la salle à manger, parce que ça ne doit pas être plus drôle dans les cuisines. Même en salle à manger, les serveuses, Nathalie? Les serveuses disent « Ah, on a l'air climatisé, ça va aider. » On n'est pas comme l'autre côté dans la cuisine ou la chaleur, mais c'est très chaud. On est en mouvement tout le temps, on bouge. Donc, la plupart ont pris le masque et lunettes. Quelques-unes, masque et visière. C'est quoi la règle? C'est un ou l'autre. OK. C'était vraiment soit le masque et les lunettes ou le masque et la visière. OK, c'est un ou l'autre. OK, mais ça prend les deux. Oui, c'est ça. Il faut avoir les yeux protégés. La bouche, tout ce qui est le nez, mais c'est très chaud. On a essayé les deux. La plupart ont pris le masque et les lunettes. Mais tu finis ta journée, puis des petits mal de tête, des choses qu'on ne vivait pas avant. Avez-vous de la misère à respirer avec ça? C'est sûr que niveau respiration, en effet. Parce que vous marchez quand même, ça va vite? Bien, on marche quand même vite, c'est ça. Puis il faut le moins possible. C'est le stress, il faut que tu te dépêches. Aussi. Fait que, déjà, ta respiration, tu sais, là, tu respires en arrêt de masque. Un petit peu plus dur. Le moins possible touché. On a tout le temps l'idée de replacer le masque, nos lunettes, mais c'est là que l'infection peut se propager aussi. Donc, je disais, non, il faut le moins toucher possible. Mais autant dans la salle à manger que dans la cuisine, les autres employés allaient prendre des petites pauses. Des fois, aller dehors, à l'arrière, on a un petit coin à l'arrière pour les employés, aller prendre de l'air un petit peu. Tu sais, juste pour réaérer, pour revenir, pour bien en santé, pour bien... Là, en cuisine, à 40 degrés, là, une journée comme aujourd'hui, il va faire 40 degrés dans la cuisine. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un masque ou une visière avec... Il n'y a pas de virus à 40 degrés Celsius, on le sait? Non, mais c'est les directives du ministère de la Santé, du MAPAC, du CNESST. Fait qu'on suit toutes ces directives-là. On n'a pas le choix. Pour l'instant, c'est les directives qu'on a. Il faut être à 2 mètres. Dans la cuisine, quand un employé, mettons, on va classer de la marchandise dans le sous-sol, c'est sûr, je ne peux pas porter, il est tout seul, je ne peux pas porter de masque, tout ça. Mais pour la préparation, là, ils sont tous à moins de 2 mètres chaque, ils n'ont pas le choix. La préparation des commandes, ils n'ont pas le choix d'avoir les visières. Il y a des conditions qu'à un moment donné, on ne peut pas, là, on veut. Dans toutes les situations idéales, on essaie d'avoir le masque et la visière. Mais dans d'autres situations, à un moment donné, on ne peut pas. Il faut respecter un peu la personne aussi. Chef, ça fait combien de temps que vous êtes en restauration? Moi, ça fait au-dessus de 35 ans. J'ai arrêté de compter à 35 ans. C'est un petit peu plus. Sinon, ça me vieillit trop. Alors, on ne parlera pas d'âge. Oui, c'est ça. D'hier à aujourd'hui, comment on vit ça, tous ces changements-là? C'est une adaptation. Je dirais, c'est une adaptation. Il faut que tu t'adaptes au changement, il faut que tu t'adaptes. La clientèle change, je veux pas.
Les employés changent aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils demandent. Les employés, on s'entend dans les années 80, puis les employés des années 2020, aujourd'hui, c'est pas du tout les mêmes employés. Fait que c'est de l'adaptation. C'est de l'adaptation. Moi, il y a un de ceux qui m'a formé en restauration, il m'a dit, Michel, c'est facile de descendre un restaurant, c'est facile de remonter un restaurant, mais de maintenir la constance. Dans ce temps-là, j'étais jeune, j'avais 20-25 ans, je riais de lui. Mais aujourd'hui, Vous comprenez plus? Là. oui, là, je comprends. Maintenir la constance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de. Tu sais, autant ça va être tes employés, ça va être tes fournisseurs aussi qui vont changer le produit, qui vont changer une méthode de livraison ou le produit. Fait que t'as beaucoup. Faut que tu t'adaptes. Faut que tu t'adaptes. Il faut que tu t'adaptes. Surtout, il faut que tu sois à l'écoute de tes clients. C'est pour ça qu'on est heureux cette semaine de dire, ben gars, nos clients viennent dans la salle à manger. Ben, on est à l'écoute de nos clients plus. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils attendent de nous autres plus aussi. Nathalie, vous disiez, dans notre revue, on a jasé un petit peu ensemble, vous disiez que vous vous étiez ennuyé du client parce que au take-out, auprès au mets emporté. Parce que j'ai jamais arrêté entre-temps. Casse-croûte, mais c'est vraiment différent. Puis le contact est pas pareil non plus, c'est plus vite. Comme Michel le mentionnait, on donne la commande, le client part tout de suite, tandis qu'ici, ben, pas qu'on a plus, on a plus de temps aussi parce qu'on est plus familier, on est plus proche de notre clientèle que l'autre côté. Puis au niveau emploi, c'est vraiment différent. Là, moi, ça vous a manqué? Vraiment. oui, j'avais hâte de revenir. Vous êtes content de retrouver votre monde aujourd'hui? Très content de retrouver mon monde. C'est combien d'employés Restaurant La Rive? C'est 85 employés. Et là, est-ce que tout le monde est revenu au travail? Presque tout le monde. Je te dirais, il reste encore 2-3 temps pleins à rentrer la semaine prochaine parce qu'on n'a pas redémarré la production à 100%. Pourquoi? Parce que cette semaine, on s'attendait à ce que le monde vienne petit peu par petit peu, tranquillement. Période de rodage aussi? Il y a des produits aussi qu'on faisait plus. C'est comme les fruits de mer. Il y a des choses qu'on avait plus mis en fonction devant la COVID parce que c'était comme compliqué. On réduit le menu. C'est ça. Donc là, on réouvre le menu tranquillement, mais tu sais, pas trop donner des bouchées d'eau aux employés en même temps. Fait qu'on veut y aller graduellement. C'est ça. Vous voyez l'avenir comment dans la restauration? À court et moyen terme? Pas facile, je te dirais. Parce que ça n'a jamais été facile. De plus en plus, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les exigences des employés ne veulent pas trouver des bons employés puis les exigences des employés X. Nous, on compétitionne, on va compétitionner aussi avec des industries comme, je vais vous donner un exemple, Restaurant Liberté ou d'autres industries qui vont donner des salaires de l'heure à 20 quelques dollars de l'heure. Fait que nous autres, c'est dur à suivre dans ce temps-là un petit peu avec les employés. Il faut que tu sois à l'écoute des employés, il faut que tu leur donnes des avantages qu'ils ne retrouveront pas dans ces industries-là. Les fournisseurs, ben là, ils sont partis, les autres aussi sont partis en peur un peu avec le COVID. Les autres aussi ont tout augmenté leurs produits. Fait que tout ça, c'est... Est-ce que ça nuit à la rentabilité de l'entreprise? La marge de bénéfice c'est sûr que la marge de bénéfice est un peu basse. On s'entend, la marge de bénéfice d'un restaurateur, c'est sur les employés et la bouffe, la nourriture. On n'a pas le choix. C'est là ta marge de profit. Quand même, je m'assinerais avec la ville pour les taxes. Ils vont rester là. Pas là. Ouais. Mais si ta marge de bouffe et ta marge de salaire augmente, ben, dites-vous qu'on empiète sur ton bénéfice. On va vous souhaiter bonne chance. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est intéressant parce que c'est pas un domaine qu'on connaît, donc c'est intéressant de savoir comment vous avez passé ça, comment vous vivez le retour. Alors, gardez votre passion pour la restauration parce qu'on a besoin de vous autres, on a besoin du restaurant La Rive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà, ça complète. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour,
Rebonjour. Hey, on est déjà à l'épisode numéro 3. On a vu le passé, on a découvert les produits, les catégories, on a parlé de salons, de shows. Et aujourd'hui, on va parler de la clientèle et des marchés que vous desservez. Donc, les marchés desservis par Amisco, c'est... Alors, géographiquement, c'est un peu plus aux États-Unis qu'au Canada, mais on pourrait dire c'est à peine un peu plus, alors presque 50-50 en termes de pourcentage. Maintenant, au niveau des types de clientèle, nous, la clientèle la plus importante demeure et demeurera pour longtemps, on pense, les détaillants traditionnels avec des magasins physiques. Où les gens le visiter, à le toucher, à voir les produits. Nous, on vend des gens comme Tanguay ici dans la région, pour nommer le plus gros dans la région de Québec, mais on vend aussi un paquet de plus petits détaillants aussi. On est très fiers de notre réseau de distribution qu'on a. Et parallèlement à ça, mais on a développé principalement depuis 5 ans aussi des ventes qu'on fait avec les détaillants en ligne. Alors nous, on ne vend pas directement en ligne, mais on a des partenaires en ligne comme Wayfair qu'on voit de plus en plus au Québec dans les publicités, autant aux États-Unis qu'au Canada, les Costco par exemple, .ca, .com, Overstock et ce genre de clientèle-là aussi qu'on a développé. Et on n'avait pas le choix, il fallait prendre ce virage-là. C'est devenu un incontournable dans beaucoup de secteurs et nous, on a pris un virage, mais c'est un virage aussi où on a une ligne différente qu'on vend à ces gens-là. Alors, ce pas les mêmes produits qu'on vend au magasin traditionnel que ce qu'on vend au magasin en ligne. Oui, parce que, disons que les magasins traditionnels sont assez chatouilleux. C'est-à-dire que si on les cannibalise un peu, ils n'aimeront pas ça. Bien, tout le monde du commerce de détail vit un chambardement, dans certains secteurs plus que d'autres, mais il y a un chambardement assez important qui se passe actuellement, puis on le voit dans les nouvelles sur le commerce de détail. Mais nous, on pense toutefois que les bons détaillants qui vont être plus expérientiels, ils vont devoir offrir plus de valeur ajoutée, plus de services et ces choses-là. Mais on est confiant, nous, qu'il y a un bon nombre de détaillants qui vont bien faire quand même dans ça et qui vont être bien positionnés pour l'avenir. Mais le virage vers les ventes en ligne était aussi un incontournable pour nous. Et on a trouvé une façon de faire les deux et d'accommoder les deux, puis sans avoir une compétition malsaine entre les deux canaux de distribution. Puis même aussi, les détaillants traditionnels sont obligés aujourd'hui d'avoir une section. De plus en plus, ils doivent aussi... Ils n'ont pas le choix d'aller sur le web, eux autres aussi. Ils doivent aussi vendre en ligne, effectivement. S'ils demeurent dinosaures, ils vont disparaître, eux autres aussi. C'est le consommateur qui décide, de plus en plus, le consommateur qui décide de qui achète, quand il achète, où il achète. Alors, est-ce qu'il veut acheter pendant qu'il est en magasin? Est-ce qu'il veut retourner chez lui le soir, acheter pendant qu'il est sur son sofa, ça avec sa tablette? Alors, c'est le consommateur aujourd'hui. Est-ce qu'il veut magasiner parce qu'il fait de l'insomnie sur le net à 3 heures du matin? Ça arrive, ça. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de consommation. Alors, il faut s'adapter. OK. Et vous m'avez mentionné aussi que Amisco a une section, entre guillemets, contrat ou encore institutionnel. Oui, effectivement. Alors, on a 2 personnes ici à l'interne qui travaillent sur la division contrat. Alors, on vend aussi des versions modifiées de nos produits où il y a une construction à ce moment-là de grade contrat. Par exemple, au niveau du rembourrage, principalement au niveau du rembourrage, on va avoir une qualité de forme de grade contrat, puis on va utiliser des tissus, des recouvrements de grade contrat à ce moment-là, et on va vendre aux restaurants et aux hôtels un peu partout en Amérique du Nord. Alors, c'est aussi une partie intéressante de notre business. Comme aussi dans cette section-là, des designers comme Lemay, Michaud, ces choses-là, qui bâtissent, ils refont des endroits, des restaurants. Ça peut être le genre de client, effectivement, qu'on va viser, effectivement. OK. Oui. Et dans le futur, qu'est-ce qui s'en vient au niveau de votre distribution? Est-ce qu'il y a encore des choses que vous allez améliorer? Bien, premièrement, on introduit des nouveaux produits parce qu'on est dans le monde du meuble, c'est un monde de mode. Alors, les tendances évoluent, les tendances changent. Puis nous, on a une équipe ici qui travaille beaucoup à capter ces tendances-là et s'assurer qu'on les introduit dans nos lignes de produits. Alors, il y a toujours des nouveautés qu'on va faire à ce niveau-là. Est-ce que Amisco, parce que là, vous êtes en Amérique du Nord, mur à mur, est-ce que l'Europe, éventuellement, serait un marché qui serait intéressant pour vous autres? Je ne crois pas pour les raisons suivantes. C'est que notre modèle d'affaires est beaucoup basé sur la proximité des clients. Nous, par exemple, pour les magasins traditionnels, on offre une panoplie de combinaisons de couleurs, de choix de couleurs, de revêtements de métal, de 80 tissus, 14 couleurs de métal, des essences de bois de différentes couleurs. Et c'est ce qu'on produit rapidement et livre rapidement. C'est du mass customization, qu'on appelle dans le terme anglais, mais c'est de la personnalisation de produits. Et ce modèle d'affaires-là se fait bien quand on est quand on joue la carte de la proximité du marché. Alors, on peut livrer de façon assez rapide partout en Amérique du Nord, mais si on tombe dans une dynamique d'exportation outre-mer, l'avantage, il n'y a plus d'avantage de proximité. Et à ce moment-là, je pense que ça peut être un peu plus
l'enjeu du prix devient plus important. Mais tout à coup, là, vous, dans un de vos nombreux voyages, vous arrivez en Europe, vous trouvez une belle vieille usine. Est-ce que ça vous intéresse d'acheter et de recréer un Misco là-bas? Pas à court terme. Pas à court terme. Mais il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais vous êtes jeune, donc c'est des possibilités. Oui. OK, donc, semaine prochaine, on va parler de l'avenir. On va parler à Misco demain. Et on va parler de vos belles réalisations, des nombreux prix que vous gagnez. Donc, je vous souhaite bonne semaine. Merci. Le Resto de l'Olivier à Montmagny, c'est particulier. D'abord, ses plats avec brisket de bœuf ou de porc effiloché de Théo Barbecue. Ces plats, goûtez-moi ça. Des menus pour emporter en tout temps. Une terrasse fermée et chauffée. Voilà pourquoi le Resto de l'Olivier, c'est particulier. Coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte, 248 34 35. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Uniprix Santé. Il faut s'habituer. Proxime est devenu Uniprix Santé sur l'avenue de la Fabrique et Uniprix Montmagny, qui est aux Galeries Montmagny, qui sera bientôt, on l'annoncera prochainement, la date, qui sera dans ce bel édifice là où était le restaurant Bel Air. Alors, Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On commence une nouvelle saison. Bien sûr. Alors, tu seras là au cours de toute la saison, la prochaine saison 2019-2020, pour nous parler de santé. Qui de mieux que le pharmacien? Et tu disais avant la chronique, facile à trouver. C'est vrai, parce qu'on parle de plus en plus, consultez votre pharmacien. Bien, c'est sûr que c'est vrai niveau que vous êtes accessibilité, c'est certain que dans les professionnels de la santé, on est dans les plus accessibles, sinon le plus accessible, évidemment, là, pour les gens. Donc, vu le nombre d'heures d'ouverture, puis évidemment qu'on est directement au comptoir avec les gens. Donc, c'est certain qu'au niveau accessibilité, pour les gens qui ont de l'information à demander, c'est pas compliqué. Et on peut aller vous voir pour consulter. Oui. Tu l'as déjà dit, s'il y a quoi que ce soit, tu vas nous référer au médecin. Exactement. Ou un autre professionnel selon la situation. Daniel, aujourd'hui, on parle de médicaments génériques. Mm-hmm. Explique-moi exactement, pour les gens qui nous regardent, c'est quoi les médicaments génériques? En fait, tu sais, générique, ça veut dire un nom général. Donc, en fait, le médicament générique est une copie d'un médicament d'origine. En fait, comment la législation, elle est faite, c'est que, bon, quand il y a une compagnie pharmaceutique X là, qui fait des brands, là, par exemple Pfizer, je ne voulais pas faire de pub, là, mais il y a Bristol, il y a Glaxo, une compagnie brand, fait des recherches pour élaborer un nouveau médicament pour un problème de santé. Bon, évidemment, passe par toutes les phases de recherche, recherche fondamentale, après ça, recherche clinique. Et à un moment donné, il y a l'émission d'un brevet. Donc, au Canada, à partir de l'émission de ce brevet-là, dans le fond, le brevet a une durée de 20 ans. Donc, la compagnie, à partir de l'émission du brevet, a 20 ans d'exclusivité sur cette molécule-là avant que celle-ci puisse être copiée par les compagnies de médicaments génériques. Donc, la compagnie fait ses sous quand c'est des gros blockbusters comme, mettons, Crestor, Lipitor, le cholestérol. Inquiétez-vous pas, ces compagnies-là, à 20 ans après l'émission du brevet, ils ont fait un bon profit. C'est sûr que, bon, il y a des médicaments, plus de souches, à moins gros volume, habituellement, où le coût d'acquisition va être plus élevé aussi, le prix de vente est plus élevé. Un médicament pour le cancer ou, mettons, des indications moins communes. Donc, la réussite financière n'est pas garantie pour ces compagnies-là, c'est certain. Mais pour beaucoup de molécules là, à très gros volume, ils ont amplement le temps en 20 ans de rentabiliser leurs molécules. À l'expiration du brevet,
toutes les autres compagnies de médicaments. Donc, la plupart des médicaments génériques, on parle de Teva, Apotex, PMS, Sandoz, Jamp, il y en a une multitude de compagnies de médicaments génériques. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la molécule chimique, puis ils vont tout simplement produire leur propre version du médicament. Donc, il peut être, mettons, si on prend le Crestor, c'est de la rosuvastatin. Donc, on a du Apo-rosuvastatin, Teva-rosuvastatin, PMS rosuvastatin. Écoute, il y en a 20 compagnies qui en font maintenant. On se perd là-dedans un peu, là. Bien, c'est ça. Bon, beaucoup de choses se disent sur les médicaments génériques, c'est-tu moins bon, pas bon. En fait, il n'y a pas de différence, en fait, de molécules chimiques entre un médicament d'origine et un médicament générique. Dans le fond, les contrôles de qualité puis les normes sont les mêmes par Santé Canada pour un médicament d'origine qu'un médicament générique. Mais ce que Santé Canada tolère, en fait, qu'un médicament est mis en marché, donc il y a des études qui sont faites sur les lots, évidemment, les médicaments sont vérifiés, on va les donner à des patients, là, les Anapharm de ce monde, les compagnies, souvent c'est ça, hein, c'est des études qu'on appelle pharmacocinétiques, c'est qu'ils vont donner les médicaments chez des sujets sains, puis ils vont doser le médicament dans le sang à différents moments pour s'assurer que la quantité de médicaments qui se rend dans le sang, mettons pour un Crestor original 10 puis rosuvastatin 10, bien, dans le fond, que la concentration sanguine dans le temps, on appelle l'air sous la courbe, dans le fond, ils font un graphique de la concentration sanguine, puis il faut que la surface dans ce graphique-là soit la même que dans le médicament d'origine, à plus ou moins 10 %. Donc, pour la plupart des médicaments, Santé Canada tolère plus ou moins 10 % de l'air sous la courbe. Puis dans 90 % des médicaments, ça n'a pas d'impact clinique, cette petite différence-là. Certains médicaments plus chatouilleux, ça arrive qu'on va changer pour un médicament générique, mais on va faire des dosages sanguins. Certains médicaments ont ce qu'on appelle des index thérapeutiques étroits, donc une petite variation peut avoir un impact. Ces médicaments-là, on les connaît, puis on va juger la situation selon le patient. Pas, exactement. Ou tout simplement, on va faire ce qui doit être fait pour surveiller le traitement du patient. Mais c'est quand même des cas qui ne sont pas fréquents. Mais dans la plupart des cas, la différence n'est pas significative. Donc, ça, c'est pour la partie molécule. Cependant, mettons, une compagnie peut décider, même si de moins en moins utilisé, mettons, dans son comprimé, quelqu'un est allergique au lactose. Mais, tu sais, nous, il faut vérifier, mettons, si une personne est vraiment allergique au lactose, si dans cette compagnie-là, il n'y a pas du lactose. Parce que la farine qui est autour du médicament, les excipients qu'on appelle, peuvent ne pas être exactement les mêmes. Donc, ça aussi, c'est des cas relativement rares, mais moi, si j'ai un patient qui a une allergie sévère au gluten, on va s'assurer qu'il n'y a pas de gluten dans les excipients du médicament. Bon, prenons mon cas, je le suis sans gluten. OK? Et moi, c'est ça. Chaque fois, il faut que je le déclare. Oui. De toute façon, vous l'avez dans mon fichier. Exactement. Nous, on le note au dossier. Puis, évidemment, nous, à ce moment-là, c'est compagnie par compagnie. Donc, à ce moment-là, pour quelqu'un qui vérifier à chaque fois. Si c'est une intolérance, parce que la quantité qu'on s'entend de gluten, si, mettons, il y a un peu d'amidon dans un médicament, quelqu'un qui a une intolérance qui n'est pas majeure, ça n'a pas nécessairement d'impact. Mais quelqu'un qui a une allergie qui est cœliaque sévère, qui a une allergie au gluten, évidemment, il faut s'assurer qu'il n'y a aucun amidon de blé ou aucun amidon qui contient du gluten qui a été utilisé dans la composition, parce que là, il va réagir, parce qu'une vraie allergie n'est pas dose dépendante. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de traces de gluten là-dedans. Puis, il y a des compagnies qui sont certifiées sans gluten ou, du moins, vont pouvoir vérifier avec la compagnie s'il peut contenir du gluten dans les excipients. C'est des exceptions. C'est des choses qui ne sont pas fréquentes. C'est du cas par cas. Mais vous l'avez au dossier. Exactement. Mais dans la grande majorité des cas, pour un patient, qu'on change du médicament original au médicament générique, les différences de concentration qui peuvent arriver ne sont pas cliniquement significatives. Mais ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas exactement du pareil au même. Il peut avoir une légère différence, mais qui, dans la plupart des cas, n'est pas significative. Ou, comme je disais, s'il y a un cas d'allergie ou d'intolérance à un excipient, ça peut être quelque chose qui peut, pour un patient donné, dans le fond, qu'on doit ajuster quelque chose. Là, mais c'est rare. Mais pourquoi, Daniel, qu'on prend le médicament d'origine, puis à un moment donné, on nous change pour le générique, on sait que c'est pas le même prix? Pas du tout, même. Bon, les assurances, les compagnies d'assurance... Mais la principale raison est une raison pharmaco-économique. Donc, évidemment, pour une compagnie qui crée un nouveau médicament, les recherches sont très dispendieuses, donc ils viennent justifier un prix de vente qui est relativement élevé. Bon, là, on peut avoir un débat si c'est trop élevé, pas assez élevé, là, j'embarque pas là-dedans. Ouais. C'est pas l'objectif non plus de la exactement. chronique, Il y a des instances qui jugent du prix des médicaments. Bon, puis bon, c'est beaucoup dans l'actualité, justement, ces temps-ci. Mais ceci dit, c'est ça, à la tombée, copier un médicament, évidemment, qui est existant pour une compagnie générique, les coûts d'études, oui, il y a des études, comme je disais,
études pharmacocinétiques, mais toutes les parties des études fondamentales, les études cliniques pour l'efficacité, tout ça, on peut en faire ça. Tout ce qu'ils ont à démontrer, c'est que le médicament générique est équivalent aux médicaments d'origine en frais de concentration. Donc, les études sont moins coûteuses, donc leur coût de production est beaucoup moins coûteux et de marketing et compagnie. Donc, le prix de vente est beaucoup moins. Mais là, on parle aux alentours peut-être de 15 à 20 là. Je vais prendre un médicament très connu pour que beaucoup de gens prennent, le Pentoloc pour l'estomac, un antiacide. Dans le fond, 15 à 20 de moins? C'est 15 à 20 du coût. Okay. Par exemple, un Pentoloc original, peut-être pour, mettons, quelqu'un qui en prend un comprimé par jour, pour une trentaine de comprimés, 85-90 $ par mois. Puis la version générique est entre 20-25 $ par mois. Oh, okay. Donc, pour tout le système. En fait, s'il n'y avait pas de médicaments génériques, le système exploserait là, au niveau des coûts. Ça ne serait pas soutenable, là, vraiment. Donc, c'est pour protéger le consommateur, c'est ça? Protéger le consommateur, protéger aussi les systèmes de santé, parce qu'on a un système public, là, les gens à l'hôpital, là, si on n'achetait que les coûts sont déjà très élevés, là, ça serait insoutenable, surtout avec les nouveaux médicaments qui sont très dispendieux qui arrivent. Si les plus vieux médicaments, il n'y avait pas de copie générique qui sortirait et qui restait au même coût, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est nécessaire, les médicaments génériques, pour la survie puis le maintien, que ce soit des compagnies d'assurance aussi, là, sinon les coûts augmenteraient énormément, mais aussi pour le système public, parce que sinon les coûts seraient vraiment trop élevés. Puis sont de la même qualité, il n'y a pas de changement de qualité, les normes sont les mêmes. C'est vraiment tout simplement pour faire baisser les coûts au niveau de la médication. Fait que c'est okay. Mais quand, pour un patient qui utilise l'origine, il change, tu parlais tantôt d'effet, vu que 10 ou... Plus ou moins 10 dans l'air sous la courbe. Qui propose le générique? Est-ce que c'est le médecin, le pharmacien? Non, c'est toujours le pharmacien. Le médecin, lui, quand il prescrit un médicament... C'est moins payant. Bon, parlons, là, t'es propriétaire. C'est moins payant de vendre du générique que de vendre non, ça ne change rien pour moi. C'est pour ça que je te pose la question, à savoir, qui décide que moi, je prends un médicament d'origine et du jour au lendemain, on dit, ben là, tu vas prendre le générique. Non, c'est vraiment pour diminuer le coût au niveau des compagnies d'assurance et au niveau public, parce que souvent aussi, les compagnies d'assurance ne paieront plus l'excédent. Dans le fond, quand il y a un générique qui sort... Donc, c'est pas le pharmacien qui décide, c'est pas le médecin. Non, la compagnie d'assurance peut mettre... Mais certaines compagnies vont rembourser l'excédent. Après ça, nous, on l'offre. Le patient peut décider de garder l'original. Honnêtement, je trouve que c'est de l'argent tiré par les fenêtres, là, parce que la différence de coût est énorme. Sauf pour en plus que tu dis qu'il n'y a pas d'effet... Il n'y a pas de changement, sauf pour certaines considérations, comme je disais, particulières. Si, mettons, il y a juste une compagnie générique qui contient du gluten, puis l'original n'en contient pas, puis le patient est allergique au gluten, là, on n'a comme pas le choix. Là, c'est une raison qui est clinique, on n'a pas le choix. Sauf souvent, quand un médicament générique sort, il y a plusieurs compagnies qui vont le faire. C'est rare que c'est une seule compagnie, ça arrive, mais c'est ça. Nous, on va, évidemment, quand on sait qu'un générique est sorti, on l'offre au patient. Le patient peut toujours décider de garder l'original. Là. C'est pas, sauf que il n'y a pas vraiment de raison clinique dans la majeure partie des cas. Au niveau économique, pour un pharmacien, c'est pas plus payant ou moins payant un générique, parce que nous, dans le fond, l'honoraire de service, il est fixe. Donc, on a le même revenu qu'on serve un original ou un générique. Par exemple, moi, à la RAMQ, que je serve un Crestor à 70$ par mois ou un Rosuvastatin à 15-20$, j'ai 8$. Ça ne change rien. Fait que en brut, là, j'ai le même montant. Donc ça ne change rien. Au niveau économique, pour le pharmacien, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. C'est vraiment tout simplement pour le système de santé, les compagnies d'assurance et tout, pour le patient même aussi, parce qu'il paye une partie de sa coassurance. Donc tout le monde. Puis si en plus la compagnie d'assurance et la RAMQ d'ailleurs ne rembourse pas l'excédent, bien, le patient peut se retrouver, mettons, comme je vous disais, l'exemple du Pentoloc tantôt, s'il y a 60$ de différence entre l'original et le générique, c'est le patient qui paye le 60$ de sa poche. Là. Donc, il paye non pas en pourcentage, il paye au complet cette différence-là. Donc, c'est de l'argent inutilement dépensé. Est-ce que ça a été une bonne chose, Daniel, qu'on instaure ce nouveau système-là? Ça fait quand même plusieurs années. Le générique, ça a toujours existé. C'est pas nouveau. Mais on ne connaissait pas dans le temps. Bien, en fait, c'est que là, il y a tellement de molécules. Il y a tellement de molécules. Puis c'est sûr que l'avenue de la RAMQ et des assurances médicaments obligatoires a peut-être mis ça plus au jour, là, qu'il y avait des médicaments d'origine, médicaments génériques, puis on voyait la différence de prix. Puis aussi la quantité de médicaments qu'on a aujourd'hui. Puis aussi une période où toutes les grosses
grosses molécules qui se vendaient beaucoup, hypertension, cholestérol, tout ça. Leur brevet est venu quand même, il y a une certaine fenêtre où leurs brevets sont tous venus expiration relativement en même temps, parce qu'il y a eu un boom dans la production de nouveaux médicaments dans certaines années, puis beaucoup d'évolutions dans la pharmacologie. Puis on dirait qu'il y a beaucoup de médicaments en même temps que les brevets sont en expiration, donc il y a eu un boom dans le médicament générique aussi, parce qu'il y en a sorti beaucoup. Puis là, les gens étaient peut-être plus, peut-être s'en sont plus rendus compte, là, mais il y a toujours eu un système de brevets, en tout cas de ce que je me souviens, là, je suis pas si vieux non plus, là, mais un système de brevets avec une durée déterminée pour les médicaments, donc qui pouvait être copié par la suite. Là. Je vais juste revenir au début de la chronique où tu disais qu'on parle beaucoup de ça actuellement. Il y a eu une étude récemment. Pourquoi? À quel sujet? Il y a eu une étude récemment qui est sortie puis qui a été rapportée qu'il faut faire attention aux médicaments génériques qui ne sont pas nécessairement aussi bons. C'était une chercheur de l'Université Laval, mais tu sais, il y avait une question aussi de rémunération par certaines compagnies, peut-être, là, fait que peut-être un léger conflit d'intérêts. C'est un peu suite à quelques sorties, la chercheure en question s'est un peu rétractée de dire que elle voulait pas dire que les médicaments génériques n'étaient pas bons, mais qu'on devait peut-être poser plus de questions. Puis, est-ce que l'industrie pharmaceutique, après ça, que ce soit brand ou générique, elle est parfaite? Loin de là. On a des problèmes de production, les problèmes d'approvisionnement. On a eu certains problèmes de contaminants dans certaines usines en Inde dans les dernières années où il y a des médicaments qui ont été obligés d'être retirés parce qu'il y avait des contaminants là-dedans. Le brand, alors, ont leurs problèmes aussi. L'industrie pharmaceutique, oui, quand même une industrie sérieuse, mais pas une industrie parfaite. Là. Ça demeure des industries qui veulent faire des sous, puis des fois, pour faire des profits, il y a certaines choses qui peuvent se faire qu'on se rend compte après que c'était peut-être pas des pratiques super, mais je dirais que c'est généralisé là, dans l'industrie pharmaceutique, mais de manière générale, là, c'est quand même une industrie qui est sérieuse, mais est-ce qu'il faut surveiller, être à l'affût, poser des questions, puis pas prendre ce que les compagnies nous disent pour du cash, puis pas revérifier, mais effectivement, mais que ce soit générique ou brand, c'est toujours mais c'est Santé Canada qui gère tout ça. Oui. La RAMQ est en arrière, mais c'est Santé Canada. La RAMQ, c'est pour le remboursement, mais Santé Canada est, dans le fond, l'agence qui fait la surveillance pour l'efficacité, la sécurité, puis l'inspection des usines, du médicament. Puis, quand même, c'est vraiment une institution sérieuse, puis qui fait ses devoirs. Donc, c'est pour ça que c'est pas surprenant de voir des fois des usines qui vont être sous enquête, qui vont avoir une fermeture de chaîne de montage pendant un certain temps. Parce que Santé Canada a vu que les normes, certaines normes n'étaient pas suivies. Je pense que c'est normal que ça arrive, parce que si ça n'arrivait pas, ça veut dire que Santé Canada ne ferait pas sa job. Puis ça serait anormal que toutes les usines soient toujours parfaites tout le temps. Donc, c'est normal. Pas de ce monde. Exactement. C'est intéressant. C'est très intéressant d'en connaître ou d'en savoir plus sur le générique. Merci, Daniel. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire de Uniprix Santé en centre-ville, sur l'avenue de la Fabrique, et d'Uniprix aux Galeries Montmagny. Merci, on se retrouve dans 2 semaines. Merci. OK, plaisir. Bye. Tu sais ce que c'est un klaxon de courtoisie, jeune homme? Je suis sûr que c'est ce que ta mère voulait faire. Non, pas du tout. Vous n'avez qu'à vous excuser et on pourra oublier tout ça. Ignore-le. Je crois pas que vous sachiez réellement ce que c'est une mauvaise journée. Mais vous allez le découvrir. Réellement une mauvaise journée et que vous appreniez à dire que vous êtes désolé. Parce que vous allez en avoir besoin. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.